Je m'appelle Antoine Rubin. La littérature peut-elle sauver le monde? Bah non, elle peut rien, la littérature. La littérature, elle est profondément inutile, hein. Enfin, je dis ça de manière un peu provoque, mais la littérature, elle peut émerveiller, elle peut donner des idées, elle peut donner des envies, elle peut faire voyager, mais sauver le monde. Bon, après, je me demande bien ce qui peut sauver le monde. Peut-être qu'elle peut créer des vocations, et puis peut-être que ces vocations pourraient amener des auteurs, des autrices à développer des idées novatrices qui sont utiles au monde. Ouais, ça peut-être, mais encore faudrait-il qu'elles soient diffusées plus largement. La littérature peut-elle sauver le monde? Non, je crois pas. Voilà, une réponse pessimiste. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Ah, il y en a plein. Il y en a plein, et puis en même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs ou d'autrices que j'aimerais pas rencontrer en vrai, parce que je pense que ce qu'ils ont à dire se trouve dans leurs livres. Et puis, des fois, les personnages sont pas forcément, les auteurs, les autrices sont pas forcément les personnes les plus aimables, dans la mesure où, voilà, ça peut être des tronches. Non, mais sinon, des personnes que j'aimerais rencontrer, ressusciter, donc des morts. Moi, je pense à Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, parce qu'en fait, bah voilà, il est parti dans les années 50 de Genève, il a voyagé, il est parti avec sa Fiat Topolino et puis son ami peintre, et puis ils ont parcouru un peu comme ça en direction de l'Est jusqu'en Inde, jusqu'au Sri Lanka, jusqu'à Ceylan, et puis après lui il allait encore plus loin jusqu'au Japon, donc je pense qu'il aurait de formidables histoires de voyage à raconter. Et puis moi j'aime beaucoup les histoires de voyage, j'aime beaucoup les histoires de route, et donc je pense que je passerai un très bon moment avec Nicolas Bouvier, surtout que c'est quelqu'un qui parle très bien. Je l'ai entendu dans des archives RTS, et puis il a un bagou, il a une connaissance grande, et puis en plus il aime bien boire des coups. Donc je pense que ça me plairait bien d'avoir cette soirée-là avec lui. Comment imaginez-vous les années 2080? Alors, quelle version est-ce que je fais? Est-ce que je fais la version optimiste ou la version pessimiste? La version optimiste, ça serait bah déjà, on aurait moins recours aux technologies qui nous phagocytent aujourd'hui totalement l'esprit. Voilà, on aurait peut-être qu'il y aurait eu un grand crash d'Internet et on s'en porterait mieux. On serait peut-être plus autour de communautés, un peu comme en Suisse finalement, hein, avec un partage entre l'État, les cantons, les communes, et puis on vivrait peut-être plus dans des communes, euh, plus autour de la localité et vraiment de l'idée du local. On voyagerait toujours, mais on s'assemblerait comme ça par commune avec des gens qui ont beaucoup de pouvoir au sein de ces petites unités d'habitation. Et puis on essaierait de cultiver un peu la terre et puis de proposer nos produits. Voilà, ça c'est un petit rêve que je trouverais assez beau finalement. C'est ce futur où on pourrait faire communauté, où on aurait arrêté de cramer du pétrole à foison, où on aurait trouvé des solutions technologiques moins lourdes pour la planète. Et puis, on aurait voilà, décidé finalement de plus se consacrer au local et d'avoir un peu plus d'harmonie avec la nature. Après, la version pessimiste de tout ça, eh ben, je pense que il fera très chaud, qu'il fera de plus en plus chaud, qu'on cramera du pétrole comme jamais. Ça sera le retour des énormes de seigneurs de la guerre, de grands États, de la loi du plus fort, et puis je pense que c'est pas forcément des belles années. Donc, mais c'est assez loin pour qu'on puisse se projeter et puis ramener un peu d'utopie. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? Je sais pas, flic par exemple, quoi. J'aimerais pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire. J'aimerais pas incarner cette figure d'autorité. J'aimerais pas me balader avec un flingue à la ceinture. Après, quoique être enquêteur, ça peut être intéressant parce qu'on résout des enquêtes, on s'intéresse à des grands réseaux de criminalité, on a l'impression de bosser utile, mais j'aimerais pas être le mec en bleu dans la rue. Non, ça pas. J'aimerais pas être le sécu qui vide la boîte de nuit à 5 heures du mat en rallumant les néons et puis en foutant tout le monde dehors. Non, ça me plairait pas non plus. Donc ouais, allez, videur de boîte de nuit. Que pensez-vous de cette citation?
Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Confucius. Ah ben, Confucius, il vivait à une époque où on déplaçait pas la montagne à coups de gros blocs, en fait. Et puis dans ce livre calcaire, en fait, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que les montagnes, elles se déplacent avec des énormes pelleteuses, avec des drains, des forains, et puis voilà, on la déplace par bloc, quoi. Et puis, euh, et puis une montagne, bah, elle peut mourir aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Anthropocène est tellement puissante que les montagnes disparaissent. Donc voilà. Après, dans le côté métaphorique du truc, bah oui, c'est joli de commencer à enlever les petites pierres et puis de s'attaquer à une montagne en commençant petit. Peut-être que c'est ça l'écriture aussi. Un livre, à la fin, c'est une montagne, mais au début, c'est juste des petits cailloux qu'on a assemblés ensemble. D'où est venu ce titre calcaire? Eh ben, Calcaire, à la base, c'est un livre qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup bougé. Puis j'avais un titre de travail, et ce titre de travail, c'était Circulation de la matière. Et puis justement, je voulais m'intéresser à cette circulation de la matière, c'est-à-dire qu'est-ce que le calcaire devient. Et puis avec le calcaire, en fait, qu'on casse, qu'on broie, qu'on met dans un four, on fait du clinker. Puis avec ce clinker, on rajoute du sable, de l'eau, et puis on en fait du béton. Et puis en parallèle, je m'intéressais aussi à une autre roche, l'uranium, et puis c'est avec cette roche qu'on trouve dans la nature, l'uranium, avec laquelle on fait soit des bombes nucléaires, soit du combustible pour les centrales. Et puis à la fin, ça devient un déchet nucléaire qui va être radioactif pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années pour certains les isotopes. Et puis c'est quelque chose qui va nous survivre, peut-être qui survivra à l'humanité d'ailleurs. Et donc, je m'intéressais à cette circulation de la matière, à tout ce trajet. Et puis finalement, ça annonçait peut-être un peu trop de choses, circulation de la matière. Tout était un peu trop dans le titre, alors j'ai préféré l'appeler calcaire, parce que en fait, le liant de tout ça, c'est aussi les montagnes du Jura, dont parle beaucoup ce livre. Et puis, ça claque plus, calcaire.